Bonjour et bienvenue au tout nouveau podcast C'est pas juste la porno. Un podcast créé et soutenu par le Bras Outaouais, un organisme de la région d'Outaouais qui œuvre dans le milieu du VIH et des ITSS, mais aussi auprès des personnes itinérantes. Je m'appelle Samuel Gauthier, je suis l'animateur principal de ce nouveau podcast et je suis en compagnie de mes deux collaborateurs préférés, Alexandre Albert, le sexy sexologue, et le non moins sexy Jessie Laplante, étudiant universitaire et artiste à ses heures. Bonjour les gars. Salut! Salut mon Sam Bidou. Ça va bien? Super bien. Toi? Oui, ça va super bien. Là, on s'aperçoit qu'il y a un peu de décalage et on s'en excuse. On est sur Zoom. Malheureusement, la zone rouge est présente en Outaouais au moment de l'enregistrement. Fait qu'on peut pas se réunir pour enregistrer cet épisode-là, mais on sera là éventuellement en studio. Pour l'instant, j'aimerais, Jessie, que tu nous parles un peu de comment se passe ton confinement en zone rouge. Est-ce que tu t'en sors bien? Oui, c'est pas trop mal. Je suis accompagné de ma copine à la maison, donc les deux, on travaille de la maison. Alors, nous, ça nous convient parfaitement, là, ce qui se passe en ce moment, dans un sens. Là, on passe plus de temps ensemble, tout simplement. Effectivement, mais on va essayer de vous donner le plus possible de chaleur humaine à toi, Jessie, et à nos auditrices, auditeurs qui nous écouteront en grand nombre, on l'espère. On est vraiment excités, en fait, de pouvoir vous présenter notre bébé, ce premier épisode de cette nouvelle série de podcasts sur la sexualité. Parce que oui, nous allons parler de sexualité dans cette émission. On va parler de sexe, on va parler de plusieurs types de sexualité. Alors, si vous êtes un petit peu pudique ou vous avez un peu de difficulté à entendre parler de sexualité, on vous invite peut-être à aller sur une autre chaîne. Mais nous, on va parler de sexe et on est très heureux de pouvoir le partager avec vous, d'avoir cette possibilité de vous montrer un peu quelle est la sexualité dans toute sa splendeur et dans toute sa diversité. On va avoir des entrevues avec des invités colorés et diversifiés, des chroniques amusantes, des capsules, des vox pop, des questions du public. Bref, on va avoir toutes sortes de choses à vous présenter lors de ces 11 épisodes. Et avec un souci aussi, je tiens à le mentionner, ça c'est important pour toute l'équipe de C'est pas juste la porno, on va avoir un souci d'inclusion et de diversité à l'égard de toutes les communautés. On parle des communautés LGBTQ+, on parle des communautés racialisées, en situation de handicap, etc. Et c'est important pour nous de montrer un peu la réalité de la sexualité pour toutes ces personnes-là. Les 11 épisodes vont être diffusés sur les plateformes que vous connaissez déjà de podcasts, comme par exemple Spotify ou iTunes. On va avoir aussi la possibilité d'envoyer les liens sur nos pages Facebook du Bras Outaouais et d'Entre-Hommes. Avec ce tour-là, cette petite introduction-là, est-ce que j'oublie quelque chose, mon cher Alex? Ben, pas vraiment, mais en fait, j'aimerais dire aux auditeurs et auditrices que, inquiétez-vous pas, cette longue introduction-là de Samuel, ça l'arrive juste une fois. Les prochains épisodes, on va aller straight to the point, comme qu'on dit à Gatineau. Donc, on va aller directement dans le vif des différents sujets qu'on va apporter. Est-ce que vous trouvez que mon introduction est un peu longue, Monsieur Talbert? J'aime bien votre introduction, Monsieur Gauthier. D'accord, super. On veut avoir un peu d'humour aussi à l'intérieur de notre podcast, puis on va se tirer la pipe un petit peu de temps en temps. N'ayez crainte, ça fait longtemps déjà qu'on travaille ensemble. Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire un petit peu la présentation, de nous présenter, en fait, de savoir un peu d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on est intéressé à parler sexualité dans le cadre de ce podcast-là. Fait que je commencerai tout de suite avec mon collaborateur et collègue au Bras Outaouais, Alexandre Albert. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît? Avec plaisir, mon Samuel. Écoutez, auditeur, auditrice, je suis un sexologue depuis 2017, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais je crois que j'ai quand même une bonne expérience de vie professionnelle dans le domaine de la sexologie. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est vraiment les schèmes d'oppression. Donc, pour ceux et celles qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire des schèmes d'oppression, dans le fond, c'est vraiment tout ce qui peut causer des oppressions systémiques. Hein? On entend beaucoup parler de racisme systémique, donc ça, c'est un des sujets qui m'allume.
de construire, hein, pas nécessairement de faire. Bref, vous allez voir, des fois, je m'exprime à ma façon et je me comprends moi-même. Hein. Il y a beaucoup de choses qui t'allument de toute façon, Alex. Oui, ben ce podcast m'allume beaucoup, Samuel. Ça fait déjà quasi 1 an qu'on s'en parle, donc ça fait quasi 1 an que je suis allumé pour ce beau projet. Puis, c'est ça. Je suis vraiment content. Si vous vous demandez qu'est-ce que je fais au Bras-Outaouais, outre que faire des podcasts, je m'occupe de plusieurs projets. Surtout en prévention des ITSS, du VIH, de la consommation sécuritaire. Mais là, je viens de lancer un nouveau projet pour le travail du sexe. Donc, je m'occupe aussi de ça. Donc oui, mes journées consistent à feuilleter Internet pour voir des photos de personnes légèrement habillées. Oui, le projet WETS, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus pour... Ben, en fait, c'est un projet que ma collègue Claudie et moi avons développé pendant la pandémie parce qu'on a constaté que justement les personnes qui font du travail du sexe s'étaient réfugiées en ligne. Donc, c'est une façon de les rejoindre par l'entremise de différentes applications que vous connaissez probablement. Et puis, on fait de la prévention, on répond à des questions et puis on fait de la livraison de matériel sécuritaire aussi. D'accord, super. C'est vraiment intéressant. Comment on fait si on est travailleur du sexe ou travailleuse du sexe pour vous contacter? En fait, on a une ligne confidentielle que seulement Claudie et moi avons. Le numéro de téléphone, c'est le 819-208-8874. Il y a beaucoup de 8 dans le numéro, je le sais, j'en suis conscient. Et puis, on a le téléphone qui est avec nous, avec un intervenant 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Puis, c'est comme une ligne semi toujours ouverte, si je peux le dire. Dans le fond, même quand je dors, le téléphone est à côté de moi, puis je me réveille si jamais il y a un cas d'urgence non 911, si on peut. T'es fidèle au poste, c'est bien. Merci Alexandre pour ta présentation. Maintenant, j'aimerais attirer notre attention vers Jessie. Jessie, t'es nouvellement arrivée au Bras-Outaouais. T'es intéressée à donner un coup de main pour notre organisation et ça s'est trouvé que tu es une personne qui est passionnée de la communication. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Effectivement, je suis passionné de communication, puis même je suis étudiant à l'université dans le programme de communication. Et puis, outre les communications, j'adore les arts, je suis passionné du théâtre, de la poésie, de la musique. Donc, si je peux faire en fait un apport pour ce podcast-là, ça va être plus au niveau artistique. Toute connaissance que je peux apporter, mes passions, mes habiletés, tout ça. Donc, mon intention, c'était de contribuer à ma communauté. Et je voyais une belle occasion de le faire au sein du Bras. D'ailleurs, merci beaucoup pour cette opportunité. Et puis, voilà, ça fait pas mal le tour de mon côté. Puis, en fait, j'aimerais aussi dire finalement que de la façon que moi, j'ai été élevé, c'était plus conservateur. J'aurais aimé, en fait, être plus exposé aux thématiques de la sexualité, de l'identité de genre, finalement, à toutes sortes de diversité. Mais c'était pas le cas. Donc, pour moi aussi, c'est une occasion d'en apprendre davantage sur ces sujets-là. Donc, autant que j'aime pouvoir donner au travers de ce projet-là, mais j'ai des attentes aussi de recevoir grandement. Donc, c'est gagnant-gagnant, finalement. Excellent. Merci, Jessie, pour ta présence. Puis, Jessie va nous présenter aussi des chroniques au niveau culturel qui vont être fort intéressantes. Et j'ai bien hâte de t'entendre pour la première qu'on va voir aujourd'hui. En fait, notre thématique d'aujourd'hui va toucher l'histoire du VIH-Sida. Mais avant d'aller un peu plus loin puis de recevoir et d'accueillir notre premier invité, je vais me présenter moi-même. Je m'appelle Samuel Gauthier. Je suis intervenant au Bras-Outaouais depuis 11 ans. Alors, ça fait déjà un petit bout de temps que je roule ma bosse. On pourrait dire que je fais partie des meubles d'une certaine manière, mais il y a des collègues qui ça fait plus longtemps encore. On parle de 25, 26 ans. Fait qu'au Bras, on reste longtemps. Probablement encore de la poussière sur toi, Samuel. Oui, probablement. On m'époussette de temps en temps, mais oui, il peut en rester un peu. Va falloir passer le Swiffer bientôt. Mais oui, je dis ça à la blague, mais j'adore mon travail. Je suis en fait en lien avec les hommes qui aiment les hommes. Je travaille dans un programme
programme qui s'appelle Entre hommes, qui vise le mieux-être des hommes qui aiment les hommes de la région d'Outaouais. Ce que j'ai fait comme étude, moi, c'est plus au niveau de la psychothérapie. Alors, j'ai fait ma maîtrise en counseling à l'Université Saint-Paul. J'aime beaucoup tout ce qui touche la sexualité, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, mais aussi d'aller un peu plus dans la sexualité qui sort de l'ordinaire, comme par exemple le BDSM, où on invite des gens à nous donner des ateliers ici au bras pour le programme Entre hommes, mais aussi pour toutes les nouvelles configurations amoureuses. Et j'essaie de me tenir au courant. Il faut dire qu'Alexandre m'aide beaucoup en étant sexologue et branché avec tout ce qui se passe dans la sexualité à travers le monde et même l'univers. Ça me permet de me garder au courant et on va essayer aussi de vous transmettre le plus d'informations possible. Je tiens à vous mentionner aussi une chose importante, c'est qu'on va vouloir avoir le plus de feedback, de rétroaction de votre part. N'hésitez pas à communiquer avec nous. On va vous donner les moyens de communication, mais je tiens à mentionner que c'est important qu'on reçoive vos questions, vos commentaires, vos suggestions. On va les prendre en considération. On va aussi pouvoir les intégrer, si on le peut, à l'intérieur de nos épisodes qu'on va présenter pour la saison 1. Alors, pour nous rejoindre, c'est assez facile. Vous avez une adresse courriel. C'est alexandre.albert @lebras.qc.ca ou par téléphone au 819-776-2727 et vous demandez soit Alexandre ou soit Samuel. On a aussi un tout nouveau service au bras qui existe. C'est des textos anonymes. Ça s'appelle Sexinfo. Ces textos-là sont gratuits. Vous textez tout simplement votre question, votre commentaire à un numéro de téléphone qu'Alexandre va vous donner. Oui, c'est le 819-303-3737. Alors, à ce numéro de téléphone-là, vous envoyez votre texto. Nous, on reçoit, mais on ne reçoit pas votre numéro de téléphone. Alors, c'est des textos qui sont complètement anonymes et on répond à votre question le plus tôt possible, généralement dans un délai de 8 heures. Alors, vous posez n'importe quelle question et si vous voulez communiquer avec nous par rapport à l'émission de C'est pas juste la porno, faites-le, sentez-vous à l'aise de le faire. On va lire assidûment vos textos et on va essayer de vous répondre le plus tôt possible. Mais là, Samuel, faut que je t'interrompe une petite seconde. Vas-y, Alex. Bien, c'est parce que les auditeurs auditrices vont peut-être nous envoyer des questions après l'épisode d'aujourd'hui, mais là, nous, on va juste les voir peut-être rendus à épisode 4 ou 5, parce qu'il faut leur dire, comme quoi que nos épisodes sont pré-enregistrés. Oui, on ne l'enregistre pas juste la veille, mais ils sont enregistrés en ce moment, là, même si pour vous, c'est le 1er décembre, pour nous, c'est le 28 octobre. Donc, on est quand même enregistré quelques semaines à l'avance, donc ça se peut que ça nous prenne quelques semaines avant de répondre à vos petites questions. Tu brises la magie, là. J'avais l'impression qu'on s'adressait aux personnes comme en direct, mais là, tu sais que tu as montré à tout le monde qu'on était préenregistré. Mais il y a quand même de la neige dehors en ce moment, Samuel. Donc, on est un peu avec nos auditeurs auditrices en décembre. Effectivement. Autre chose aussi qu'on pourrait mentionner, on va avoir des chroniques, on va avoir des invités. L'émission va durer environ 45 minutes. Et puis, c'est ça. Nous allons maintenant commencer avec notre premier segment de l'émission, avec Alex qui nous parlera des éléments marquants de l'histoire du VIH. Qu'est-ce que tu nous as préparé comme chronique, Alex, aujourd'hui? Ben, la chronique d'aujourd'hui m'a mis dans une position que je voulais réfléchir. Je voulais retourner dans le passé, parce qu'on parle bien sûr de l'histoire du VIH. Puis, j'ai pensé à un de mes profs de l'UQAM, étrange. Mon prof de sociologie queer, Chacha Enriquez, devait montrer un documentaire. Le documentaire s'appelle United in Anger, donc Unis dans la colère, qui documente en fait les balbutiements du mouvement contre le VIH. Dans le fond, contre les institutions gouvernementales, pharmaceutiques qui cachaient, bref, toute l'histoire du VIH. Donc, ce mouvement-là, comment il s'appelle? C'est ACT UP. Donc, c'est un acronyme, bien sûr, on peut se l'entendre en anglais. Je vais vous le dire en anglais, puis après ça, je vais vous le traduire en français. Donc, ACT UP, ça veut dire AIDS Coalition to Unleash Power. Donc, la coalition contre le sida pour libérer le pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, et le documentaire le démontre très bien, c'est qu'au début de la crise du sida, dans les années 80, il y avait peu d'informations. L'information, en fait, était
méconnu parce que c'était une nouvelle maladie qu'on découvrait, qui venait d'apparaître dans le monde. Et puis, les grandes institutions pharmaceutiques, gouvernementales et tout, détenaient ce qu'on va dire le savoir. Hein? Mes amis qui lisent Foucault, vous allez vous retrouver là-dedans. Donc, le mouvement ACT UP, qu'on va dire un mouvement grassroots, hein, qui vient vraiment de la base, a été créé par des personnes qui vivaient avec le VIH dans ce temps-là ou qui vivaient avec le sida dans ce temps-là qu'on disait. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis de la pression sur les mouvements, sur les institutions politiques, sur les institutions pharmaceutiques, mais aussi sur les institutions sociales pour un peu lutter contre la discrimination, mais aussi pour libérer justement les médicaments. Parce que, comme on va en parler plus tard avec notre invité, les médicaments dans les années 80-90, c'était pas les meilleurs médicaments, puis c'était pas non plus des médicaments facilement accessibles. Donc, un peu ce mouvement-là, comment il a commencé? Il a principalement commencé avec des hommes gays blancs. Par contre, un peu comme le VIH, on a constaté que le VIH ne touchait pas juste les hommes gays. Hein? Le VIH touche tout le monde. Donc, le mouvement a commencé à s'élargir en incluant les femmes parce qu'on a constaté que les médicaments anti-VIH fonctionnaient bien pour les hommes, pour certains hommes, mais fonctionnaient totalement différemment pour les femmes. Hein? Il y avait de la lipoatrophie, de la lipodystrophie. Donc, les masses graisseuses se transformaient chez la femme. Puis après ça, ils ont constaté que, OK, il y a d'autres personnes qui ont le VIH aussi, les personnes en situation d'itinérance. Il ne faut pas oublier que dans les années 80, c'était pas une pilule comme aujourd'hui. Ça pouvait être une quarantaine de pilules par jour. Puis quand tu n'as pas de stabilité, tu n'as pas un toit stable, ça peut être difficile de prendre 40 pilules par jour. Donc, le mouvement ACT UP a mis d'avant cette réalité-là. Donc, ils ont vraiment été chercher différentes réalités parce que le VIH, oui, ça touche tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est capable de se faire face de la même façon. Donc, ils sont allés voir les femmes qui vivent avec le VIH, les personnes dans situation d'itinérance, les personnes racisées, les personnes trans. Hein? Donc, ils sont vraiment allés, ils ont grossi leur mouvement pour que tout le monde ait un peu la même force de résistance face au VIH. Puis, ce documentaire-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il a été filmé par les personnes à l'intérieur du mouvement. Donc, on voit vraiment les débuts, les premiers jours du mouvement ACT UP et leur mobilisation à ce moment-là. Et on suit le mouvement jusqu'à environ 2008-2010, où est-ce qu'il y a eu de très grandes avancées là, au niveau du VIH. Donc, on parle de maintenant la trithérapie, hein, une pilule par jour avec 3 molécules. Et si le documentaire pouvait continuer, eh bien, on pourrait le voir jusqu'à aujourd'hui où est-ce que ACT UP a milité très longtemps et très fortement pour ce qu'on appelle I égale I. Est-ce que vous, Jesse, Sam, vous avez déjà entendu parler de I égale I? Non. Non? Moi, j'ai déjà entendu parler, mais par la force des choses avec le travail. Mais oui, on s'en parle souvent, toi et moi, Samuel, de I égale I, mais Jesse dit qu'il n'en a jamais entendu parler. Peut-être que Jesse, je vais te poser une question mathématique. 1 plus 1, ça égale quoi? 2. En fait, moi, je te dirais que 1 plus 1, ça égale 0. Hein, les auditeurs, auditrices et Jesse sont mind blown en ce moment. Hein, votre cerveau comme les emojis. Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mauvais en maths. C'est qu'aujourd'hui, on parle d'une personne qui a le VIH plus un traitement efficace, ça égale 0 transmission du VIH lors de relations sexuelles. D'où le I égale I, indétectable égale intransmissible. C'est vraiment une révolution pour le monde du VIH. Et puis, quand on regarde aujourd'hui les avancées en lien avec le VIH, puis on regarde ce passé-là du VIH avec le mouvement ACT UP, qui est encore actif aujourd'hui, qui est encore très mobilisé pour différentes autres luttes qu'on va parler à travers le podcast, on voit vraiment que ça a commencé avec un mouvement pour la survie des personnes. Et aujourd'hui, c'est encore un mouvement pour la survie, mais aussi, surtout, la survie sociale, la survie démocratique, la survie politique des personnes qui vivent avec le VIH. Donc, personnellement, je trouve que c'est un beau documentaire, c'est une belle réalisation commune qu'on doit faire parce qu'il y a un devoir de mémoire collective qu'on doit faire pour le VIH, mais il y a aussi un devoir de se mettre à jour en lien avec la réalité du VIH. Puis à quel endroit on peut trouver ce documentaire-là fort intéressant, Alex? Moi, je l'ai vu récemment sur YouTube. Donc, vous avez simplement à écrire United in Anger et puis vous devriez le trouver au complet. Pour ceux-là qui, comme moi, ne sommes pas tout à fait bilingues, est-ce qu'il y a une version en français ou... Malheureusement, je n'ai pas trouvé de version en français ni sous-titrée.
Par contre, pour les personnes qui ont peut-être plus de difficultés avec YouTube, on va mettre le lien vers la vidéo de United in Anger sur notre page Facebook. Ne vous inquiétez pas. Et puis, vous allez toujours pouvoir nous écrire, puis on peut avoir des discussions par courriel ou par texto avec moi, il n'y a pas de problème. Excellent, merci. Merci beaucoup, Alexandre. Jesse, est-ce que tu avais une question ou un commentaire suite à la chronique de notre cher Alexandre? Non, mais franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, en fait, ce que vous voyez pas, c'est que Alexandre porte un chandail avec le 1 plus 1 égale 0. Puis moi, je l'avais vu. Et puis, je me suis douté que ça avait un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Mais là, je suis content de comprendre finalement le sens derrière ça. Donc, si je le revois ailleurs, je vais être capable finalement de savoir que représente cette équation. Pourquoi c'est 0 la réponse. Donc, non, c'est très intéressant. Merci. Fait que Alex a toujours un petit quelque chose pour nous faire connaître de nouveaux horizons au niveau de la sexualité et même dans la santé sexuelle aussi. Fait qu'il faut être très attentif à ce qu'il porte ou à ce qu'il porte pas non plus, qui peut nous indiquer toutes sortes de choses au niveau de la sexualité. Oui, j'essaie d'être très politisé dans mes vêtements. Merci beaucoup, Alexandre. On va tout de suite continuer avec la chronique de notre ami Jesse Laplante qui va aussi nous parler de quelque chose au niveau du domaine artistique, je crois, Jesse. En fait, avant d'entrer dans la chronique directement, j'aimerais faire une courte intervention concernant une chose que tu as dite dans la première portion du podcast, Samuel, quand tu as mentionné que s'il y avait des auditeurs et auditrices qui étaient plus pudiques, qui étaient plus mal à l'aise face au sujet de la sexualité et tout ça, qui devraient peut-être s'abstenir d'écouter cette série de podcasts. Et puis moi, j'ai envie de dire, au contraire, j'espère qu'il y a des gens qui ont peut-être pas été exposés à ce genre de sujet-là, comme moi j'ai été dans le passé, et qui vont peut-être être attirés pour en savoir davantage, puis ouvrir leurs horizons. Donc moi, en fait, j'invite chaudement toutes personnes pour qui c'est de l'inconnu et qui sont peut-être mal à l'aise, puis de se forcer finalement à s'exposer à cette information-là. Donc, petite note rapide. Bon, là, je vais plonger dans le vif du sujet. En fait, moi, j'aimerais peindre un peu le paysage artistique québécois du côté du sida. Donc, en fait, je me suis inspiré d'un article de la presse qui a été publié le 28 novembre 2018 qui s'intitulait « Journée mondiale du sida, le rôle crucial des artistes ». Donc, ça portait sur l'engagement des artistes dans la lutte contre le sida. Donc, le titre le dit bien. En fait, tout le contenu était un nouvel apprentissage pour moi. Donc, c'est fraîchement sorti du four, si je peux dire comme ça. Pour moi, c'est une nouveauté. Donc, je régurgite sur le champ. En 94, en fait, il y a Mitsou, qui est une artiste connue, justement, là, québécoise, qui s'est démarqué dans la lutte contre le sida et contre la stigmatisation des personnes qui en souffrent au Québec. Et puis, c'était durant la pandémie, et puis non pas la pandémie de la COVID à ce moment-là, c'était la pandémie du sida, où est-ce que Mitsou, en fait, elle a repris la chanson à succès « Comme j'ai toujours envie d'aimer » de Mark Hamilton pour lancer un message anti-discrimination des personnes séropositives. Donc, dans son vidéoclip qui, je le mentionne, était très, très sensuel, la chanteuse, en fait, elle va aller embrasser sur la bouche un danseur qui est séropositif. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on va voir. On va voir aussi des mots qui vont apparaître dans la vidéo, des mots comme espoir, tolérance, et puis éventuellement on voit aussi les lettres VIH qui deviennent vie, instinct et humanité. Donc c'était un beau mix, vraiment c'était bien à regarder. Vous pouvez le visionner sur YouTube. Donc vraiment c'est Mitsou, comme j'ai toujours envie d'aimer. La vidéo d'ailleurs a reçu le prix du meilleur clip en français au gala de Much Music en 95. Donc, on voit quand même que ça a eu une certaine ampleur. Jesse, est-ce que tu étais né, toi, en 95?
Je suis né en 95, donc j'ai aucun souvenir de cet événement. Je savais qu'il y avait un lien entre le clip de Mitsu et ta naissance. Voilà, mais non, effectivement, j'ai pas pu, je peux pas témoigner de ce prix qui a été reçu, mais je suis bien heureux que ça a été la même année que ma naissance. Je trouve que c'est un bel événement pour marquer cette année-là. Et puis, bien sûr, je parle d'événements Match Music et non pas ma naissance. Bref, dans cet article-là de la presse, il y a une réalité qui est abordée, puis c'est que le sida touche davantage une population qui est vulnérable. Donc, on va parler, par exemple, des jeunes de rue, des jeunes de la rue, des minorités sexuelles, des prostituées. Donc, finalement, des gens qui n'ont pas de pouvoir d'influence sur l'opinion publique. Puis c'est là où les artistes jouent un rôle clé. C'est-à-dire qu'ils peuvent aider à faire avancer la recherche, ils peuvent atténuer la souffrance des victimes, puis ils servent aussi à informer la population parce que, effectivement, il y a beaucoup de désinformation à l'époque, comme encore aujourd'hui, concernant cette maladie-là. Donc, en fait, on va pouvoir dire, par exemple, ou on va entendre plutôt que c'est la maladie des homosexuels, des drogués, ou à l'époque, et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on dit aussi que c'était la maladie des Haïtiens. Donc, finalement, pour dire que c'est une maladie qui vient d'ailleurs et pas de chez nous. Et donc, c'est un peu une idée du stigma là, qui entoure le sida ou le VIH. Et puis, en fait, c'est cette idée-là là, que le public puisse mettre un visage connu et aimé sur le sida, ça humanise la maladie et les malades pour eux, finalement. Donc, c'est là où l'impact va être grand. À Londres, on a Lady Di, qui a été la première personnalité publique à visiter des malades qui étaient dans les hôpitaux, puis c'était dans une aile spécifiquement pour le sida, là, le Sidatorium. Et puis ça, c'est un nouveau terme, j'avais entendu ça avant. Et puis, en fait, l'élément qui est mentionné justement dans l'article de la presse, c'est qu'elle prenait soin de toucher les malades devant les caméras pour montrer que c'est pas une façon que le sida est transmissible. Donc, puis ça, évidemment, c'était... les vidéos ont été... comment je pourrais dire? Ont été montrées là, au plan international. Donc, finalement, ça a eu son poids quand même. Et puis, aux États-Unis, on a des noms aussi, évidemment, comme Elton John, qui vont faire des chansons qui portent sur le sida ou, bref, qui vont jouer un rôle, finalement, dans cette lutte contre le sida. Il y avait les concerts aussi, Live AIDS, un peu partout à travers la planète, qui ont amené des milliers et des milliers, même des millions de personnes à être conscientisées du sida. C'était un gros mouvement à l'époque, là. On parle d'une mobilisation d'artistes, de politiciens et de toutes sortes de personnalités qui ont fait en sorte qu'on puisse ramasser de l'argent puis éduquer la population aussi par rapport à ça. Hein, c'est ça? Ouais. Puis aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Puis il y a beaucoup de maladies, il y a des nouvelles maladies, il y a toutes sortes de démarches finalement qui sont prises ou pour essayer de mettre en lumière des réalités de personnes plus vulnérables ou éliminer des stigmas, éliminer la discrimination et tout ça. Donc, le sida, c'est un peu perdu au milieu de tout ça, dans cet océan d'autres causes importantes. Et puis, ça n'en est pas moins une cause qui est importante, qui doit encore être abordée aujourd'hui. Donc voilà, en fait, c'était effectivement, et je pense aussi que ça s'est perdu parce que le VIH-Sida tue moins de personnes en Amérique du Nord et en Europe que dans les années 80, mais elle est encore extrêmement présente dans les pays en voie de développement, comme par exemple en Afrique, où à chaque année, il y a presque 1 million de personnes qui meurent à travers le monde du sida. Et c'est une pandémie silencieuse, hein, parce qu'on parle beaucoup de COVID, mais c'est une pandémie silencieuse qui, malheureusement, touche encore énormément de personnes qui pourraient être qui pourraient être, en fait, guéries facilement. Ces personnes-là, si on avait accès au traitement avec un coût qu'on serait capable de donner aux personnes simplement gratuitement. Mais
encore là, c'est une considération, une discussion politique, économique qu'on pourra avoir éventuellement. Mais je te remercie beaucoup, Jesse, pour ta chronique. Je pense que je n'avais jamais vu le vidéoclip de Mitsu et je vais aller le voir, ça c'est sûr, qui a l'air d'être très, très sensuel et chic. Alors, on va mettre le lien, je pense, qui est disponible sur YouTube. C'est ça que tu disais, Jesse? C'est exact, puis c'est un must. D'accord. Fait qu'on va mettre ça sur notre page notre page Facebook et Spotify et vous pourrez aller le voir directement. Fait que je te remercie beaucoup, Jesse. Ouais, en fait, Alexandre, je pense que t'es-tu encore là? T'es-tu en train de dormir ou quoi, là? Je suis toujours là, Samuel. Je suis juste bien concentré dans la conversation qui va avoir lieu entre toi et Yves. T'es vraiment attentif. J'aime ça. T'es vraiment là. Écoute, Yves, on va commencer tout de suite avec l'entrevue. Je sais que il y a plusieurs personnes qui te connaissent déjà, mais j'aimerais ça que tu te présentes un peu plus brièvement pour le bien de nos auditrices et auditeurs du podcast, s'il te plaît. Peux-tu nous dire quelque chose sur toi? Oui, alors je suis un homme gay de 61 ans. Qui a été infecté à l'âge de 25 ans. Alors, ça fait déjà pas mal longtemps, 1984, alors qu'on ne savait même pas c'est quoi qui causait le sida. À ce moment-là, c'était un syndrome pour lequel on ne connaissait pas la cause. Et c'est en 86 que je suis allé me faire tester. Et c'est là que j'ai appris que j'étais séropositif. Et c'était vraiment pas des bonnes nouvelles à l'époque parce qu'il n'y avait pas de médication. Alors, je suis encore là aujourd'hui et j'ai passé beaucoup de choses. J'allais 3 fois dans la phase sida de la maladie. Et je suis marié à un homme formidable ça fait 29 ans qu'on est ensemble. Wow, je suis jaloux. Oui, il est toujours séronégatif. Alors, c'est possible d'avoir une vie normale avec une personne séropositive, puis d'être séro-différent, puis de ne pas nécessairement affecter l'autre personne. Alors, je suis content d'être ici avec vous autres, puis de partager avec vous un petit peu mon expérience. C'est ça. Ouais. Magnifique, Yves. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui te tient à cœur présentement? Parce que je sais que tu es impliqué beaucoup dans un groupe de parrainage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui. Alors, en étant en Ontario et au Canada, on a la possibilité, les Canadiens, à l'exception du Québec, de parrainer des personnes en se mettant ensemble pour faire venir quelqu'un qui est un réfugié dans un deuxième pays, alors qu'il n'est pas dans son pays d'origine. Et moi, je me concentre principalement des personnes LGBTQ, parfois qui sont séropositives, mais pas toujours, et qui vivent de la persécution de façon comme on a rarement vécu ici au Canada. Présentement, je me concentre sur un groupe de 20 réfugiés qui sont à Nairobi, au Kenya, qui viennent de pays avoisinants du Kenya. Et j'essaie de les emmener ici et de faire les levées de fonds, de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient capables de vivre dans un pays où être gay, lesbienne, transgenre est possible sans avoir peur d'être persécuté. Mais c'est extraordinaire, franchement. 20 personnes réfugiées qu'on pourrait accueillir à Ottawa. Est-ce que les 20 vont être en même temps ou... Non, ce ne sera pas les 20 qui vont venir ici. Alors, ce qui arrive, c'est que ces personnes-là n'ont pas la possibilité de faire de l'argent. Et tous les organismes qui les aident ont décidé de couper tous les sous. Alors, pas d'argent pour le loyer, pas d'argent pour la nourriture. Alors, essentiellement, j'essaie, dans le cadre de la pandémie, de les garder en vie jusqu'à temps qu'ils soient assignés à un troisième pays. Alors, il y en a qui s'en vont vers la France, vers l'Australie, vers les États-Unis et vers le Canada. Et moi, mon objectif, c'est de les garder jusqu'à ce temps-là. Et moi, je dirige 2 groupes et j'en fais venir 6. Et j'aide d'autres groupes à Ottawa de faire venir certaines des autres personnes qui n'ont pas été assignées.
Wow, c'est extraordinaire. Franchement, je vous lève mon chapeau. J'espère qu'on va pouvoir vous donner un coup de main aussi dans le futur. Je sais que ça te demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est extraordinaire que tu t'en occupes. Puis je suis très, très impressionné. Alexandre aussi, je pense. Moi, je dois dire, je suis franchement épaté par ton implication dans la communauté, Yves. Ça me surprend à chaque fois que je l'entends parler. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et c'est des choses qu'on n'a pas vues depuis très longtemps au Canada, le genre de persécution que ces gens-là vivent. Au niveau du VIH, ce qu'ils vivent maintenant, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu dans les années 80. Alors, on pense que la planète a évolué par rapport au VIH, mais il y a encore des endroits où ce que ça a vraiment pas évolué. Effectivement, puis je vais prendre la balle au bon. Merci de me l'envoyer. Est-ce que tu as constaté, toi, Yves, des changements dans le domaine du VIH depuis le début de l'épidémie? Est-ce que tu as vu une évolution depuis les années 80, par exemple? Ah oui, c'est sûr que il y a beaucoup plus de connaissances qui existent dans la population générale. Les gens avaient peur de la poignée de main, du siège de toilette, de toutes ces choses-là au début. Au début, il n'y avait pas de médication. Alors, quand j'ai été diagnostiqué, il n'y avait absolument rien, même pas le AZT n'existait pas à ce moment-là. C'était vraiment un diagnostic de mort, mais on ne savait pas exactement quand est-ce que c'était pour arriver. Alors, on espérait, je marchais avec les doigts croisés en me disant, j'espère de vivre assez longtemps, d'avoir le système immunitaire assez fort pour être capable de continuer assez longtemps pour qu'il y ait des bons médicaments qui arrivent. Et là, les premiers médicaments sont arrivés, le AZT, et après ça, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. On a essayé d'autres, le DDC, le DDI, et on en prenait seulement un à la fois. Et ça nous a pris à peu près, je dirais, comme 5-6 ans avant de réaliser que c'était la pire chose qu'on pouvait faire que de prendre seulement un médicament pour le VIH, parce que le VIH, le virus, se mute et devient plus fort, c'est-à-dire qu'il devient résistant à la médication. Alors, pour que ça soit efficace, il faut que ça soit attaqué de 3 fronts. Et ça a pris jusqu'en 95-96 avant qu'on fasse quelque chose avec l'arrivée des inhibiteurs de la protéase qui sont arrivés dans ces années-là. Ça a pris tout ce temps-là avant que... Alors, dans les années 90, il y a plein de gens qui sont décédés, plein de mes amis qui sont morts, et c'est ça, c'était vraiment pas très gai, pour le dire, dans ces années-là. C'est une période assez difficile. Là, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose? Est-ce que ça a changé depuis ce temps-là? Ça a changé beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on peut prendre un médicament et au bout de 6 semaines, devenir indétectable. C'est-à-dire que le virus ne peut pas être trouvé dans le sang. Alors, moi, ça m'a pris 22 ans à faire ça. Aujourd'hui, ça prend 6 semaines. C'est sûr que pas tous les cas prennent 6 semaines. Il y a quand même des exceptions à la règle, mais la majorité des gens vont réussir à faire disparaître, pas complètement, parce que le virus s'en va se cacher dans des ganglions, dans le cerveau, dans le foie, dans différents endroits. Mais au moins, il n'apparaît pas dans le sang et dans le sperme, ce qui fait qu'on devient essentiellement incapable de transmettre la maladie. Oui, justement, Alexandre en a parlé un petit peu dans sa chronique aussi du I égale I, indétectable égale intransmissible. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, Yves, tu parles du sperme, tu parles du sang, mais on parle aussi des autres liquides qui peuvent transmettre, comme les sécrétions vaginales, anales et le lait maternel, hein, c'est ça? C'est rendu pratiquement au niveau du lait maternel et de la mère à l'enfant, c'est rendu quasiment plus trouvable au Canada, tant aussi longtemps que la mère prend des médicaments.
Je voudrais qu'on mette un peu l'accent sur l'impact de la mobilisation des personnes vivant avec le VIH dans l'histoire du VIH d'hier à aujourd'hui. Est-ce que tu as été toi-même mobilisé dans ce mouvement-là? On a vu des gens participer. Alex parlait de ACT UP, par exemple, qui était un mouvement assez important en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Est-ce que toi-même tu as participé à cette mobilisation-là? Pas dans les tout débuts. ACT UP était surtout dans les grandes villes comme Toronto, Montréal et des places comme ça. C'était un petit peu plus calme ici à Ottawa. Fait que j'ai pas été impliqué, mais ça a été marquant pour faire changer les choses parce que c'était la première fois dans l'histoire médicale que les patients devenaient des défenseurs de droits et exigeaient que la médication soit donnée avant même qu'elle soit testée avec tous les points puis les i pour donner la chance aux gens de pouvoir continuer à vivre. Ça s'était jamais vu, ça, auparavant. L'autre chose qui a été marquante par rapport aux personnes qui vivent avec le VIH, c'est qu'il y a eu une transformation importante dans les années 80-90 où le patient exigeait des choses de son médecin plutôt que d'accepter tout ce que le médecin lui disait. Mm-hmm. Et il faut penser que dans les premières années, souvent le patient en savait plus que le médecin parce qu'ils allaient chercher des ressources sur des médicaments expérimentaux qui étaient disponibles et que parfois le médecin ne savait même pas lui-même. Alors, ça a changé complètement la façon de voir les choses. Et l'autre chose aussi, c'est que les personnes vivant avec le VIH ont demandé d'avoir une avance sur leur assurance vie. Ça s'était jamais vu avant ça. Moi, j'ai eu 25 000 qui étaient avancés sur mon assurance vie parce qu'on estimait qu'il me restait moins d'un an à vivre. Alors, c'était ça la condition. Il fallait qu'un spécialiste des maladies infectieuses soit capable de signer pour dire qu'effectivement, qu'il croyait qu'il me restait moins d'un an à vivre. Et j'ai eu ce 25 000 $-là. Ça s'était jamais vu avant. Et maintenant, ça se voit dans d'autres conditions où ce que les personnes sont maintenant à un point dans leur vie où ce qu'ils aimeraient ça plutôt profiter de l'argent de l'assurance vie. Comme homme gay, on n'a pas souvent des gens derrière nous à qui laisser des choses, contrairement aux couples hétéros. Alors, c'est quelque chose qui a été changé par la mobilisation des personnes par rapport au VIH. Fait que j'ai eu l'impression, ce que j'entends, c'est que ça n'a pas été facile comme combat. Je pense que est-ce qu'on peut dire que les autorités ont été lents à réagir face au sida? Est-ce que le fait que ce virus-là touche des populations souvent marginalisées, on parle de communautés afro-américaines, d'homosexuels, de travailleuses, travailleurs du sexe, est-ce que ça a joué dans la balance, que ça a pris du temps? Absolument. Il faut penser aux années aux États-Unis de Ronald Reagan où essentiellement on disait ça vaut pas la peine de travailler trop fort par rapport à ça parce que de toute façon ce sont comme des indésirables qui ont tendance à avoir ça. Alors ça a pris du temps avant que les gens se réveillent et aux États-Unis, à Hollywood, ça a pris des gens dans le milieu artistique, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau du maquillage, que ce soit au niveau des acteurs. On pense entre autres à comment est-ce qu'il s'appelle? Freddie Mercury? Non, Elton John? Non plus. C'était celui avec Doris Day, là, Rock Hudson. Alors, Rock Hudson, qui était un des premiers qui publiquement a annoncé qu'il était décédé parce qu'il ne voulait pas le dire avant du VIH. Ça serait quoi les combats aujourd'hui pour les PVVIH? Qu'est-ce qui reste encore à changer? Parce que là, si on comprend bien, on a parlé un petit peu des avancées médicales. Est-ce qu'il y a d'autres combats que les PVVIH mènent encore aujourd'hui? Je dirais que c'est au niveau de la stigmatisation. Au niveau de tout l'appareil légal et par rapport au fait que
notre histoire, notre jurisprudence au Canada montre souvent que c'est toujours la personne séropositive qui a tort et sur laquelle le poids de la faute doit tomber. Alors que je pense que quand on fait du sexe, quand on a du sexe avec quelqu'un, c'est toujours fait à deux et le partage doit se faire, tant qu'à moi, par rapport aux deux. Particulièrement à cause que I égale I et qu'effectivement, si on se protège, soit par PrEP, avec le Truvada, entre autres, ou encore avec un condom, que d'après moi, ça devrait être suffisant, qu'on n'a pas besoin de porter la faute que si quelqu'un a des relations sexuelles avec quelqu'un et surtout qui n'est pas infecté, ben, comme moi, ça devrait être clair qu'il ne devrait absolument pas y avoir agression sexuelle à ce moment-là. Fait qu'on parle finalement on parle de la criminalisation. C'est un sujet qu'on a peu abordé dans l'émission parce que faute de temps, mais ça serait intéressant. Je pense qu'on va mettre des liens aussi sur notre page Facebook et sur la page de notre podcast pour les gens qui voudraient aller chercher un peu plus d'informations sur la criminalisation et le VIH. Je reviens à toi, Yves. Qu'est-ce que tu retires, en fait, personnellement, de ton expérience avec le VIH? Quels sont les apprentissages que tu as faits avec le VIH, appris sur toi-même ou sur les autres depuis les années 80? Ben, une chose que j'ai appris, puis j'essaie de partager avec les autres, c'est que lorsqu'on a quelque chose qui nous arrive, lorsqu'on a une peur, parce qu'on a une bosse à quelque part, etc., ben, je me réserve le droit de paniquer, mais je ne panique pas avant d'avoir un diagnostic clair. Parce que avec le VIH, il y a plein de bobos qui t'arrivent. Je suis allé 3 fois dans la phase SIDA, ça fait qu'il y a plein d'affaires. J'ai eu, à un moment donné, on m'a dit que j'avais un cancer à la glande thyroïde. Bon, ben OK, j'aurais pu aller en panique, puis etc. J'ai décidé d'attendre d'avoir mon diagnostic. Il s'était trompé, c'était pas un cancer, c'était bénin. Et si j'avais... Chaque personne a juste une limite d'énergie nerveuse pour dealer avec les choses. Alors, si on la brûle avec toutes les peurs imaginaires, ben, on dépense beaucoup d'énergie qu'on devrait garder pour soi-même. Ça, c'est une chose que j'ai appris, c'est que la plupart des choses qui ont la chance d'être arrivées n'arrivent pas. Fait que ça sert à rien de dépenser de l'énergie là-dessus. L'autre chose que j'ai appris, c'est que vieillir, c'est pas une peine, c'est un privilège. J'étais censé pas me rendre à 40 ans, et là, j'en ai maintenant 61. Fait que chaque année, c'est du gravy, c'est un bonus que j'ai. Et lorsqu'on voit ça comme ça, ben mon Dieu, les rides, puis être vieux, puis avoir des problèmes de vieux, puis plus entendre, j'ai des appareils auditifs maintenant, alors plus entendre aussi bien, ben c'est beau, on l'accueille, puis ça va bien. Juste le fait de changer ça, mon Dieu, que c'est un beau cadeau à se donner, de pouvoir voir ça. On relativise un petit peu les choses, hein? Exactement. D'accord. Il y avait d'autres choses, puis là, je m'en souviens plus, mais... C'est pas grave, on va le reprendre tout à l'heure quand tu t'en souviendras. On a parlé tout à l'heure, de toute façon, des avancées au niveau des traitements. On avait une image quand on donnait des ateliers au niveau du VIH dans les écoles où on parlait des piluliers qui avaient 50, 60 pilules qu'on devait prendre par jour dans les années 80-90. Aujourd'hui, une personne qui a le VIH, il peut s'attendre à quoi si je suis un nouveau diagnostic, par exemple, et que je viens d'apprendre que j'ai le VIH, à quoi je vais m'attendre? On peut s'attendre à prendre une pilule. Alors, d'accord. Une pilule qui a 3 médicaments dedans. Alors, la plupart du temps, c'est qu'on peut prendre la pilule d'habitude à la même heure de la journée, à un repas qui est consistant. Alors, si on déjeune, c'est bien, on peut le prendre au déjeuner, mais on peut le prendre au dîner, on peut le prendre au souper. Et essentiellement, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, Yves, aussi? Est-ce que je vais être malade en prenant cette pilule-là?
de nos jours, il n'y a presque plus d'effets secondaires. Lorsqu'on commence un nouveau traitement, c'est normal pour la première semaine qu'il y ait un ajustement à se faire dans notre corps. Mais typiquement, au bout d'une semaine, ça s'en va, ça disparaît. Alors, il y a très peu d'effets secondaires de nos jours. Et s'il y en a, ça peut arriver. S'il y en a, on peut parler à notre médecin et il y a plein de scénarios possibles. D'autres médicaments qui sont aussi une seule pilule qu'on peut prendre pour traiter le VIH. Si on est rendu là, c'est grâce à vous. Hein? Je pense qu'on utilise le terme survivant pour les personnes vivant avec le VIH qui ont été touchées dans les années 80, qui sont toujours avec nous. C'est vraiment grâce à vous parce que vous avez été des cobayes dans cette recherche-là médicale et un peu contre votre gré parce que vous n'aviez pas le choix non plus. C'était ça ou choisir la mort. Je pense qu'il y a beaucoup de reconnaissance que les personnes, même si un nouveau diagnostic reste une gifle souvent dans la figure des gens, on peut vous remercier de toutes ces avancées-là médicales qu'on a aujourd'hui. Oui, peut-être, mais c'était pas contre mon gré parce qu'on en voulait tellement de médicaments parce qu'au début, il n'y en avait juste pas des médicaments qu'on en voulait. Fait que finalement, quand il y en avait qui sont arrivés, les premiers que j'ai pris en 96, causait plein d'effets secondaires, etc. Aujourd'hui, on sait qu'il faut donner 1/8 de la dose que moi je prenais à ce moment-là, parce que c'est trop difficile à prendre. Alors, mais c'est ces médicaments-là qui m'ont permis de toffer 2 ans de plus, pour qu'il y en ait un autre qui me fait toffer pour un autre 2 ans, et qui a fait qu'en 2006, j'ai finalement pris ça a pris 10 ans, pris le bon médicament et pour la première fois, j'avais une charge virale indétectable. Alors, OK, j'ai été un cobaye. Oui, effectivement, j'ai été cobaye. J'ai presque pris tous les médicaments imaginables pour le VIH, mais je ne l'ai pas fait contre mon gré. Je l'ai fait parce que j'étais content d'avoir la chance de pouvoir essayer quelque chose et ça m'a permis d'être encore là aujourd'hui. Définitivement. C'était ta bouée de sauvetage, là, en fait. Absolument. Je suis passé de l'une à l'autre pendant un bon bout de temps. Ben, en tout cas, je suis content que tu l'aies pris, cette pilule-là, parce que j'aurais pas aimé ça, manquer cette rencontre-là avec toi. Je trouve ça tellement riche d'être en ta présence. Et ce que je me demande aussi, c'est que par rapport à l'avenir du VIH, parce que là, on a parlé beaucoup du passé, puis qu'est-ce que ça t'a apporté, puis quelle était la place des personnes vivant avec le VIH à l'intérieur de l'histoire. Si tu avais un souhait pour l'avenir au niveau du VIH, ça serait lequel? Ben, j'aimerais ça qu'on puisse arriver avec une cure. Puis, disons, ça fait 36 ans, là. Peut-être que pour ma 40e année, ça serait vraiment le fun d'avoir quelque chose qui fonctionne, qui effectivement élimine le besoin de prendre plein de médicaments et qu'on en ait fini. C'est ça que je nous souhaiterais. Est-ce qu'on est loin de ça, Yves? Est-ce qu'on s'en vient près de ça ou on est loin encore? C'est un souhait de ma part. Est-ce que je vais retenir mon souffle pour que ça arrive? Non. Mais j'espère que si on peut éliminer la stigmatisation par rapport au VIH, même au sein de la communauté LGBT, ça serait vraiment quelque chose de super. Alors, mon premier choix, ça serait d'avoir une cure. Mm-hmm. Mon deuxième choix, c'est qu'on puisse éliminer la stigmatisation, puis qu'on s'aide les uns les autres par rapport à ça, et qu'on lâche de paniquer, qu'on s'informe comme homme gay, qu'on s'informe là-dessus pour pas avoir besoin d'avoir peur. Super. Je me demandais, est-ce qu'Alex, toi, tu as une question à poser à Yves? Ben en fait, moi, je me sens un peu comme Danny dans
tout le monde en parle, puis j'ai un souhait ou une carte que j'aimerais donner à Yves, mais bon, on peut pas parce que Yves est en Zoom. Mais moi, mon souhait pour Yves, c'est d'inscrire Yves dans notre mémoire collective sociale, puis d'inscrire aussi tous les survivants et survivantes de la crise du VIH-Sida dans notre mémoire collective, parce que c'est grâce à ces personnes-là comme Yves qui, encore aujourd'hui, travaillent d'arrache-pied pour différentes causes qu'ensemble, en société, on avance dans le bon sens. On t'envoie beaucoup de love, Yves. Je pense que tu as compris qu'on t'aimait beaucoup, puis on fait partie de ton fan club. Oui, il nous fait un signe de cœur en visioconférence, et c'est magnifique. Yves, je ne sais pas si tu voulais un petit mot de la fin. Est-ce que tu aimerais attirer notre attention sur quelque chose avant qu'on termine cette entrevue-là? Je vais vous dire que je suis content d'avoir été invité, qu'on va avoir plein d'options pour les personnes qui veulent travailler par rapport à aider des personnes LGBT qui veulent sortir de vraiment la misère, la grosse misère qui existe dans plein de pays. Alors, s'il y a des gens qui veulent se joindre à moi, ça serait vraiment super s'ils voulaient le faire. Comment on fait pour communiquer avec vous si on veut vous donner une aide financière ou un coup de main? Peut-être que le plus facile, c'est d'aller sur Facebook, Rainbow New Beginnings, et vous allez avoir toutes les façons de nous aider par rapport à ça. Alors, d'accord. On va en avoir besoin tout le temps de ça. On va mettre le lien de toute façon sur notre page Facebook de l'émission et surtout toutes les plateformes où le podcast sera diffusé. Je te remercie beaucoup, Yves. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous et on est très fiers. Tu es notre premier invité. Je pense que la barre est haute. on va souhaiter que ça continue comme ça, mais je pense que oui, on a vraiment beaucoup de diversité de couleurs dans nos invités cette année pour notre première saison de C'est pas juste la porno. Je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une bonne continuité dans tes projets, Yves. Merci, Samuel. Merci, Alex. Merci encore à toi, Yves. Au revoir. C'est maintenant la fin de notre premier épisode. J'espère que vous avez apprécié autant que nous l'écoute et la participation à cette aventure qui commence à peine. Je tiens à remercier chaleureusement notre premier invité, Yves Brunet. Yves, ça a été extraordinaire de recevoir parmi nous. J'aimerais aussi souligner le travail extraordinaire de nos co-animateurs vedettes, Alexandre Albert et Jessie Laplante. Avec plaisir, Samuel. J'aimerais aussi souligner la contribution inestimable de Max Ottawa qui a rendu possible financièrement, grâce à son programme Maximiser la communauté, la production de ce podcast-là, et la clinique de santé sexualité du plateau qui nous commandite aussi pour les émissions. On mettra les liens de ces organisations-là sur notre page Facebook et sur notre page Spotify et iTunes. Je vous remercie chaleureusement. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt. Mais attends une minute, Samuel. Avant de les laisser partir, nos auditeurs et auditrices, tu n'oublies pas un certain sondage? J'aimerais vous mentionner aussi qu'on va avoir un sondage qui va être disponible sur notre page Facebook et sur notre page Spotify et iTunes. On a en fait besoin de vos informations pour nos bailleurs de fonds. Alors, si vous voulez répondre aux questions, ça se fait quand même très rapidement et on apprécierait beaucoup votre rétroaction. Comme ça, on va pouvoir faire en sorte de développer davantage d'initiatives communautaires comme la nôtre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et on se dit à bientôt.